Dans les ruelles embrumées de Londres, le crépitement d'un feu et la rumeur lointaine de la Tamise dessinent une atmosphère où tout peut basculer. Chaque souffle de brume cache peut-être une vérité, chaque pas résonne comme un secret. Et vous, d'où écoutez-vous cette histoire aujourd'hui? Quelle heure est-il chez vous, au moment où vous appuyez sur « Lecture » ? Dites-le moi en commentaire. Fermez les yeux. Car derrière le calme des foyers victoriens, le mystère s'invite toujours là où on l'attend le moins. Londres s'éveillait ce matin-là sous une chape de brouillard telle que je n'en avais que rarement observée. La Tamise, lourde et épaisse comme un serpent de fumée, se perdait dans une blancheur compacte où disparaissait jusqu'au mât des navires. L'air, saturé d'humidité, collait à la peau et glaçait les os. Chaque pas résonnait comme étouffé dans ce décor spectral. On eût dit que la cité entière se trouvait retenue dans une prison de coton, où même le soleil n'osait percer. Je m'étais aventuré à la fenêtre de Baker Street, songeur, le regard perdu vers ces volutes mouvantes. En bas, les silhouettes des passants semblaient surgir puis se dissoudre comme des apparitions furtives. Des fiacres roulaient à tâtons, les cochers jetant de sourds jurons tandis que les chevaux, rendus nerveux, frappaient l'air de leurs sabots hésitants. Ce voile silencieux, enrobant la grande ville d'une atmosphère presque funèbre, paraissait annoncer quelque trouble à venir. Holmes, assis dans son fauteuil préféré, n'avait guère levé les yeux de sa réflexion. Il tirait de longues bouffées de sa pipe, et les cercles de fumée s'enchevêtraient avec les émanations du brouillard extérieur, si bien que l'intérieur de notre logis participait lui aussi à cette mer de brume. J'eus soudain le pressentiment que Londres, dans cette immobilité feutrée, recelait un drame prêt à éclore. Je connaissais trop bien mon compagnon pour ignorer que ces matins-là, lorsque la ville se taisait sous la brume, il guettait déjà l'appel d'une énigme. Sa silhouette fine, penchée dans une immobilité méditative, ruelles obscures, et les assassins ne se cachent pas uniquement parmi les miséreux. Les drames surgissent là où les passions, les jalousies et les appétits trouvent à s'exprimer. L'ordre apparent n'est souvent qu'un masque fragile. Je répondis que l'Angleterre, dans sa grandeur et sa discipline, me paraissait pourtant assez solide pour contenir de tels désordres. Mais il secoua légèrement la tête, amusé. Ce brouillard, voyez-vous, Watson, n'est qu'une métaphore de ce que j'observe chaque jour. Il dissimule, confond, égare le regard. Mais pour qui sait lire les signes, chaque volute trahit un mouvement caché. Il se tut, ses yeux fixant le feu comme si une vision invisible se dessinait devant lui. Je demeurai silencieux, frappé une fois de plus par cette aptitude de mon ami à extraire du banal la promesse d'un mystère. Le calme de ce matin n'était pour lui qu'une façade. J'eus l'impression qu'il pressentait déjà l'ombre d'une énigme prête à se révéler. Sur la table, à portée de ma main, gisait le journal du jour, laissé par le commissionnaire. Je le dépliai machinalement, espérant y trouver quelques nouvelles rassurantes qui contrebalanceraient la morosité ambiante. Les pages bruissèrent dans le silence du salon, tandis que Holmes, toujours immobile, paraissait absorbé dans ses songes. Mon regard s'arrêta sur une petite colonne, nichée parmi les faits divers, et je lus à haute voix. Hier soir, le corps d'un batelier a été repêché près de Southwark Bridge. Les autorités concluent à une noyade accidentelle, bien qu'aucun témoin n'ait pu préciser les circonstances. Je poursuivis, notant que l'homme avait été identifié comme un certain John Marlowe, habitué des barges de la Tamise. Rien, dans ces lignes, ne semblait mériter plus d'attention qu'un triste accident de plus sur ce fleuve traître. Pourtant, à peine eus-je achevé ma lecture que Holmes redressa brusquement la tête. Ses yeux brillèrent d'un éclat particulier, celui que je lui connaissais lorsque l'étincelle d'un mystère se révélait à lui. « Voilà, Watson, exactement ce que j'attendais, » dit-il doucement. Holmes demeura silencieux quelques instants après ma lecture, son regard fixé sur la ligne du journal, comme si elle recelait un sens invisible aux yeux d'un autre. Il posa son doigt effilé sur l'article, puis le fit glisser lentement, avec une précision calculée, jusqu'à un mot qui m'avait échappé. « Voyez-vous, Watson, dit-il, cette mention de barge déplacée, ce n'est pas une expression employée par hasard. Les rédacteurs de ces notes sommaires ne mesurent pas toujours l'importance de leurs propres mots. Une barge ne se déplace pas seule, et moins encore par une nuit sans courant notable. » Il s'interrompit pour bourrer sa pipe d'un tabac noir qu'il réservait aux matinées de réflexion intense.
Ses yeux brillèrent d'une lueur que je connaissais bien. L'affaire, encore embryonnaire, avait déjà planté dans son esprit la graine d'une intrigue. « Je puis vous assurer, reprit-il, que nous aurons bientôt la visite d'un homme dont le sort se rattache à ce pauvre batelier. Il ne tardera pas à franchir ce seuil, car nul mystère ne demeure longtemps dans l'ombre lorsqu'il touche à la vie et à la mort. » Je l'écoutais, partagé entre incrédulité et admiration. Comment pouvait-il prédire ainsi une rencontre prochaine, à partir d'un détail que j'aurais jugé insignifiant? Pourtant, l'assurance tranquille de mon ami ôtait tout doute. Déjà, il attendait quelqu'un. À peine avait-il prononcé ces mots que le silence de la maison fut rompu par un son distinct, celui d'un pas ferme, presque pesant, qui résonnait sur les marches de l'escalier menant à notre logis. Le bois craquait sous la charge, comme si l'homme qui montait portait sur lui le poids d'un fardeau invisible. Je jetai un regard à Holmes. Il ne parut nullement surpris. Au contraire, un sourire à peine esquissé se dessina sur ses lèvres, comme si cette arrivée n'était que la confirmation attendue de sa prédiction. Le pas se fit plus proche, accompagné d'une respiration lourde et irrégulière. Chacun de ces bruits semblait emplir notre salon d'une tension nouvelle, comme si la brume qui enveloppait Londres s'était soudain insinuée jusqu'à Holmes venait de s'accomplir. À peine l'écho des coups frappés à notre porte s'était-il éteint que Madame Hudson introduisit un visiteur dont l'allure contrastait avec l'ordinaire de nos clients. C'était un homme massif, la peau hâlée par l'air du large et les mains couvertes de callosité. Ses vêtements, simples et rudes, portaient encore l'odeur âcre du fleuve. Sa veste usée était tachée de goudron, et ses bottes laissaient sur notre tapis des empreintes sombres et humides. Il salua d'un geste brusque, comme un homme peu accoutumé au salon, puis se tint debout, hésitant, tandis que ses yeux parcouraient la pièce avec une défiance instinctive. Ses épaules larges semblaient ployées sous un poids invisible, et son souffle court révélait autant l'effort de sa montée que le trouble de sa conscience. Holmes, sans manifester la moindre surprise, lui indiqua le fauteuil face à lui. Le batelier s'y assit lourdement, et ses mains rugueuses, serrées l'une contre l'autre, trahirent une agitation que sa voix n'allait pas tarder à confirmer. Je me souviens avoir songé, en le contemplant, que cet homme paraissait moins craindre pour lui-même que pour une vérité dont il était malgré lui le dépositaire. Il se présenta comme William Crayford, batelier de la Tamise, et je remarquai aussitôt la difficulté avec laquelle il articulait ses paroles. Son accent rude, mêlé de silences embarrassés, donnait l'impression qu'il pesait chaque mot avant de l'offrir à notre oreille. À plusieurs reprises, il se racla la gorge comme pour gagner du temps, et son regard se détourna vers le feu, évitant de croiser celui de Holmes. « Ce n'est pas une chose facile à dire, messieurs, » finit-il par murmurer. « Mais j'ai vu des signes qui ne trompent pas. » Sa réserve m'impatientait, mais Holmes, imperturbable, l'encouragea d'un simple mouvement de tête. Je compris alors que ce silence n'était pas celui d'un homme ignorant, mais bien d'un témoin accablé par ce qu'il savait. Ses mains, serrées contre ses genoux, tremblaient légèrement. On sentait qu'il redoutait de se compromettre ou de mettre d'autres vies en danger en révélant ce qui... Enfin, comme si ses nerfs avaient cédé sous le poids de la retenue, Crayford entama son récit. Il parla d'un compagnon de travail, John Marlowe, batelier robuste et expérimenté, dont le corps avait été retrouvé la veille, flottant près de Southwark Bridge. La police, déclara-t-il d'une voix tendue, avait conclu à un banal accident. Un pas de travers, un verre de trop, et la Tamise avait réclamé sa victime. Mais Crayford, lui, n'y croyait pas. Ses traits s'animèrent tandis qu'il décrivait les détails qui l'avaient troublé. Le corps portait, disait-il, une marque sombre sur la tempe, comme la trace d'un coup violent. De plus, la barge de Marlowe, amarrée la veille à son emplacement habituel, avait été déplacée au matin d'une manière inexplicable. Et, plus étrange encore, la corde qui retenait le bateau avait été retrouvée mal nouée, comme si une main étrangère l'avait manipulée sans en connaître les usages. Je suivais ce récit avec une attention croissante, sensible à l'émotion contenue dans la voix du batelier. Il ne s'agissait pas d'un bavard en quête de sensations, mais d'un homme simple, convaincu que son camarade n'avait pas péri par hasard. Ses yeux, sombres et brûlants, se posèrent enfin sur Holmes,
implorant dans ce regard plus qu'il ne formulait en paroles. La vérité. Holmes, immobile, l'écoutait sans ciller. Mais je perçus dans le léger resserrement de ses lèvres qu'il venait de saisir le fil d'une énigme bien plus vaste que ce que notre visiteur avait conscience d'apporter. Crayford, reprenant son souffle comme un homme qui décide enfin de se délester d'un fardeau, ajouta de nouveaux détails qui jetèrent une ombre plus inquiétante encore sur cette prétendue noyade. Il décrivit, avec l'assurance du marin habitué à son métier, l'état de la corde qui retenait la barge de Marlowe. Le nœud, dit-il, n'était pas celui qu'un batelier londonien aurait utilisé. Trop lâche, mal serré, il paraissait l'œuvre d'une main ignorante des usages du fleuve. Puis, baissant la voix, il évoqua une blessure sans Marlowe. Il craignait que cette nuit sur la Tamise n'ait été que le prélude d'événements plus sombres. Lorsqu'il eut terminé, un silence lourd envahit notre salon. Crayford baissa la tête, puis, dans un élan presque désespéré, la releva brusquement pour fixer Holmes. « Monsieur, dit-il d'une voix tremblante, je vous conjure d'intervenir. La police veut clore l'affaire comme un accident, et si elle y parvient, d'autres hommes du fleuve connaîtront le même sort. Je ne puis me taire, mais je ne puis agir seul. » Ses mains calleuses se crispèrent sur le bord de son fauteuil, comme si elles s'agrippaient à la seule chance qui lui restait. L'homme que nous avions devant nous n'était pas un agitateur, ni un ambitieux en quête de scandale. Il parlait avec la sincérité de celui qui redoute pour la vie de ses semblables autant que pour la sienne. Je sentis un frisson me parcourir. Le brouillard du dehors semblait s'être épaissi jusque dans la pièce, comme si la Tamise elle-même avait apporté jusqu'à Baker Street son mystère et sa menace. Holmes ne répondit pas immédiatement. Il resta penché dans son fauteuil, les doigts joints, le regard rivé sur Crayford, comme s'il cherchait à disséquer son âme. Je suivais fasciné cette observation silencieuse qui, plus que 1000 questions, tirait déjà de l'homme la vérité qu'il n'osait dire. Ses yeux glissèrent des traits fatigués du batelier à ses mains rudes, tachées de goudron, et jusqu'à son maintien corporel. Je vis alors sur le visage de mon ami cette lueur singulière qui m'indiquait qu'il avait perçu, sous les hésitations et les peurs, la sincérité de son interlocuteur. « Vous avez fait ce qu'il fallait, » dit-il enfin d'une voix ferme. « Et croyez-moi, monsieur Crayford, cette affaire ne sera pas étouffée. » Crayford, soulagé, s'inclina avec reconnaissance. Mais je ne pus m'empêcher de remarquer qu'une ombre persistait dans ses yeux. C'était la peur, non plus de parler, mais de ce qu'il avait peut-être déjà trop révélé. Nous nous rendîmes dès l'aube sur les quais de la Tamise, guidés par Crayford, dont, à mesure que nous avancions, les conversations s'interrompaient, ne laissant place qu'à des chuchotements indistincts. Les hommes se détournaient, certains avec une nervosité visible, d'autres avec une méfiance contenue. L'air, saturé d'odeurs de goudron et de poisson, paraissait alourdi encore par un secret partagé que nul n'osait exprimer. Holmes observait tout, sans un mot, ses yeux clairs suivant chaque geste, chaque silence, comme si la vérité se cachait moins dans ce qui était dit que dans ce qui se taisait. Je compris que nous marchions dans un monde clos, régi par ses propres lois, où l'étranger était perçu comme une menace. Parmi les figures qui se détachaient de ce décor morose, un vieil homme attira bientôt notre attention. Courbé par l'âge, les traits burinés par le vent du fleuve, Tom Briggs se tenait près d'un tas de cordages qu'il enroulait avec lenteur. Ses yeux, d'un gris éteint, lançaient pourtant des éclairs de ressentiment lorsqu'il prononça le nom de Marlowe. Il expliqua, d'une voix rauque, que le défunt n'était pas aimé de tous. Trop fier, trop prompt à prendre la meilleure part, grommela-t-il. Selon lui, Marlowe s'était fait de nombreux ennemis, non seulement parmi les bateliers, mais aussi parmi ceux qui contrôlaient les chargements les plus rémunérateurs. Briggs ne semblait pas éprouver de chagrin pour la perte de son collègue. Il parlait comme un homme soulagé qu'une rivalité ancienne se soit éteinte. Pourtant, son amertume cachait peut-être plus qu'une simple rancune. Elle laissait entendre que Marlowe vivait au milieu d'un nid de haine. Alors que nous quittions Briggs, Holmes ralentit le pas, son attention attirée par deux bateliers qui discutaient à voix basse à l'angle d'un hangar. Je n'entendis d'abord que des fragments, mais mon ami, doté d'une oreille attentive, me souffla quelques mots qui suffirent à éveiller mon inquiétude. Cargaison, non déclarée, surveillance. Il ne s'agissait pas de toute évidence d'affaires régulières.
Holmes m'expliqua à mi-voix que de tels propos ne pouvaient signifier qu'une chose. Un trafic secret se jouait contre maître. Cette humiliation, couplée à une rivalité constante, avait nourri en lui une rancune qu'il ne tentait même pas de dissimuler. Ses poings se serraient à mesure qu'il parlait, et son regard brûlant traduisait une haine encore vive. Pourtant, plus il accusait le défunt, plus je remarquais la fixité froide du regard de Holmes, comme s'il distinguait, derrière ce flot de colère, l'exagération d'un homme trop empressé de détourner les soupçons. Lorsque Pike tourna les talons, Holmes me glissa à l'oreille. « Voyez, Watson, la jalousie parle fort, mais elle en dit parfois trop. » Alors que nous quittions le tumulte du quai pour longer une allée plus déserte, je sentis soudain le frisson d'une présence invisible. Holmes s'arrêta net, et son regard se fixa sur une silhouette indistincte dans la brume. Un homme se tenait là, immobile, les yeux rivés sur nous. Il portait un manteau sombre et un chapeau abaissé sur le front, ce qui masquait ses traits. Ses mains restaient cachées dans ses poches, et son immobilité même le rendait plus inquiétant encore. Quand Holmes fit mine d'avancer vers lui, la silhouette tourna brusquement les talons et disparut entre les hangars. Je voulus le suivre, mais Holmes m'arrêta d'un geste. « Inutile, dit-il calmement. L'homme sait que nous l'avons vu, et c'est là tout ce qu'il redoutait. » Nous restâmes un instant silencieux, le regard perdu dans les volutes épaisses qui s'épaississaient autour de nous. Je compris alors que l'ombre de Marlowe n'était pas seule à hanter ces quais. D'autres secrets, plus dangereux encore, nous observaient déjà. Ce fut par une matinée encore voilée de brume que nous quittâmes Baker Street pour nous diriger vers la Tamise. Londres semblait à peine éveillée, et les rues résonnaient du pas matinal des premiers ouvriers. Le vent froid portait avec lui des odeurs de charbon et de suie, qui se mêlaient bientôt à l'haleine plus âcre du fleuve. À mesure que nous approchions des docks, le brouillard se fit plus épais, enveloppant les façades décrépites des entrepôts, et voilà, Holmes marchait à mes côtés avec sa vivacité habituelle, le regard brillant d'une concentration intérieure. Je le savais déjà en train de recomposer, dans son esprit, la scène qui nous attendait. Moi, je me sentais gagné par une appréhension sourde, celle qu'éprouve l'homme qui pressent qu'il s'avance vers le théâtre d'un drame. Lorsque le fleuve apparut enfin, lourd et sombre sous son manteau de brume, je compris que l'affaire qui nous attendait n'était pas de celles qui s'effacent facilement de la mémoire. Crayford nous mena jusqu'à une embarcation amarrée à quelques pas d'un quai désert. Elle se distinguait à peine dans la pénombre humide, masse sombre dont la coque suintait encore de la rosée de la nuit. L'absence de tout mouvement, de toute voix, conférait au lieu une atmosphère lugubre, comme si la mort y flottait encore. La barge semblait intacte, mais son silence même trahissait quelque chose d'anormal. Pas de rame, pas de cordage manipulé, aucun bruit de pas sur les planches. Je ressentis un malaise inexplicable, comme si le bateau, privé de son maître, n'était plus qu'une coquille vide abandonnée aux eaux du fleuve. Holmes monta le premier, ses chaussures résonnant faiblement sur le bois humide. Il promena son regard acéré sur chaque détail, tandis que je le suivais avec une curiosité teintée d'appréhension. Tout semblait figé, mais ce silence trop parfait annonçait déjà qu'un drame s'y était joué. Près de l'avant de la barge, Holmes se pencha sur un cordage qui retenait encore l'embarcation au quai. Je remarquai aussitôt son état. Il luisait d'humidité, non pas celle que donne la rosée, mais celle d'un contact récent avec l'eau. Holmes le souleva entre ses doigts, et une expression de satisfaction traversa ses traits. « Voyez, Watson, dit-il doucement, cette corde a été détachée puis renouée. Mais l'homme qui s'en est chargé ignorait l'art de nos bateliers. Le nœud est faible, trop lâche, et la corde, mouillée jusqu'au cœur, indique qu'elle a été plongée dans l'eau peu de temps avant l'aube. Je compris alors que ce n'était la direction. Remarquez, Watson, dit-il. Voici deux tailles distinctes et deux manières de marcher différentes. Le pas large est assuré, celui d'un professionnel du fleuve. L'autre est plus léger, plus incertain. Voilà qui nous apprend que Marlowe n'était pas seul la nuit où il a trouvé la mort. Un frisson me parcourut. La présence de plusieurs individus, l'un familier du quai, l'autre étranger à ce monde, ouvrait des perspectives troublantes. Holmes, pensif, suivit des yeux la direction des empreintes.
comme s'il traçait déjà la carte invisible d'une scène passée. Je compris alors que le drame ne s'était pas joué dans la solitude d'un accident, mais dans le huis clos d'une confrontation obscure. Holmes, après avoir relevé ses indices, s'immobilisa soudain et respira profondément l'air stagnant qui régnait sur la barge. « Une odeur curieuse », murmura-t-il. Je la sentis à mon tour, âcre, entêtante, mêlée de résine. C'était bien du goudron, mais il semblait plus fort, plus frais que celui qui recouvrait d'ordinaire les coques des barges. Holmes en écarta un fragment collé au bois. « Voilà qui n'appartient pas à l'entretien régulier de ce bateau », observa-t-il. « On a manipulé ici du goudron ou des produits voisins à des fins qui n'ont rien de maritime. » Cette constatation, simple en apparence, fit naître dans mon esprit une inquiétude nouvelle. Si l'embarcation servait à autre chose qu'au transport légal, quel commerce clandestin s'y déroulait? Holmes, songeur, laissa ses doigts glisser sur la planche imprégnée, comme s'il cherchait à en extraire le secret. Une fois son examen terminé, Holmes se redressa et resta un moment immobile, les mains croisées derrière le dos. Je l'observais, attendant une conclusion. « 3 voies s'offrent à nous, » dit-il enfin. La première, un accident banal, mais certains détails rendent cette explication peu probable. La seconde, un règlement de compte, ce qui expliquerait la marque sur la tempe et les inimitiés du défunt. La troisième, la plus inquiétante, un trafic secret. Je demeurais troublé par cette réserve, conscient que le brouillard qui couvrait Londres n'était rien comparé à celui qui enveloppait encore cette affaire. Le lendemain de notre inspection, nous fûmes rejoints sur le quai par 2 inspecteurs de police qui semblaient pressés d'en finir avec l'affaire. Leur attitude trahissait une volonté de clore rapidement le dossier, comme s'il s'agissait d'un incident de plus dans la longue liste des noyades du fleuve. Ils déclarèrent, avec une assurance que je jugeais excessive, que John Marlowe avait sans doute été victime d'un règlement de compte entre bateliers. Selon eux, les querelles étaient fréquentes, les rancunes anciennes, et un coup malheureux avait suffi pour transformer une dispute en drame. Ils ne voyaient là qu'une querelle d'hommes grossiers, sans conséquence pour l'ordre public. Je remarquai que Holmes les écoutait en silence, ses doigts pianotant légèrement contre sa canne. Ses yeux, brillant d'un éclat intérieur, me firent comprendre qu'il n'adhérait pas à cette conclusion. Lorsqu'ils eurent achevé leur discours, il se contenta de les remercier d'un ton courtois. Mais à la crispation de sa bouche, je savais qu'il jugeait leur hypothèse simpliste et prématurée. Quant à moi, je fus troublé par cette divergence. Les inspecteurs, représentants de la loi, affirmaient une vérité toute faite. Holmes, lui, gardait le silence, ce qui annonçait que les faits allaient tôt ou tard renverser les certitudes officielles. Après le départ des policiers, Holmes m'entraîna de nouveau vers la barge, comme si leurs paroles l'avaient incité à redoubler de vigilance. Il désigna la corde amarrée, celle-là même qu'il avait examinée la veille. « Watson, dit-il, voici le cœur de la contradiction. Un batelier londonien n'aurait jamais noué ainsi son bateau. Ce nœud est le signe d'une main étrangère. » Il me fit remarquer l'irrégularité de la boucle, la manière dont elle glissait au moindre effort. « Ce n'est pas un nœud plat, ni un demi-nœud de marin, » poursuivit-il. « C'est une improvisation maladroite. » Je parlais. Il raconta qu'il se trouvait non loin du pont la nuit du drame. Dans le brouillard, il avait entendu des voix, mais l'une d'elles, surtout, lui était restée en mémoire. Elle portait un accent étranger, dur et guttural, qui n'avait rien dû parler des bateliers londoniens. Holmes l'écouta avec une attention soutenue, lui demandant de répéter chaque mot, chaque intonation. Le vieil homme affirma qu'il n'avait pas vu clairement les silhouettes, mais qu'il n'avait aucun doute sur l'étrangeté de cette voix. Je sentis alors que l'hypothèse du règlement de compte entre collègues s'effondrait encore davantage. Si un étranger s'était mêlé à l'affaire, nous sortions du cercle étroit des jalousies locales pour entrer dans une intrigue plus vaste, où le fleuve servait peut-être de théâtre à des secrets qui dépassaient les simples querelles de bateliers. Holmes demeura silencieux, mais son regard, plongé dans la brume, annonçait déjà qu'il suivait une piste nouvelle. Alors que nous quittions le vieil homme au témoignage troublant, un autre batelier,
plus jeune mais animé d'une colère bruyante, nous intercepta brusquement. Sa voix rude, portée par l'écho du fleuve, accusa avec véhémence Samuel Pike, celui-là même qui, la veille, avait exprimé son ressentiment contre Marlowe. « Tout le monde sait que Pike détestait Marlowe », s'exclama-t-il. « S'il y a un coupable, cherchez de ce côté. » Il déroula une suite d'arguments mal ficelés, évoquant leur dispute récente, l'envie jalouse qui rongeait Pike, et ses menaces proférées à demi-mot. Mais à mesure que l'homme parlait, je remarquai l'attention particulière avec laquelle Holmes le dévisageait. Il ne semblait pas écouter tant les mots que le ton, la hâte excessive, la manière trop insistante de désigner un coupable commode. Quand il eut fini, Holmes le remercia avec une politesse glacée. Puis, se penchant vers moi, il murmura « Voyez, Watson, quand un homme s'empresse trop de détourner l'attention, il la dirige souvent sans le vouloir vers lui-même. » Je compris que l'orageuse accusation n'avait fait qu'épaissir le mystère. Pike, nous reprîmes notre marche sur le quai désert, le silence pesant seulement troublé par le clapotis régulier de l'eau contre les coques. Holmes, comme à son habitude, laissa errer son regard au ras du sol, s'arrêtant par instants pour scruter des détails qui m'échappaient totalement. Ce fut alors qu'il s'accroupit près d'une planche disjointe, où il tira délicatement un petit fragment de tissu coincé dans l'interstice. Il le tint entre ses doigts, et je vis briller la couleur d'un rouge profond, presque vif, incongru au milieu de ce décor de goudron et de cordes goudronnées. « Voilà, Watson, » souffla-t-il, l'indice qu'aucun de ces bateliers n'aurait laissé. Ni leurs vêtements, ni leur foulard ne portent une teinte aussi éclatante. Je compris aussitôt la portée de cette découverte. Ce lambeau appartenait à quelqu'un d'extérieur à la communauté des quais. C'était une pièce étrangère, un fil de couleur venu se mêler à la toile sombre du fleuve. Holmes le glissa précieusement dans son carnet d'indices, et son regard satisfait me fit deviner qu'il venait d'ajouter une pièce essentielle au puzzle. Pourtant, à mesure que s'amoncelaient ces révélations, je me sentais de plus en plus perdu. Les théories de la police, la jalousie de Pike, la voix étrangère dans la brume, ce fragment rouge, tout s'entassait dans mon esprit comme des morceaux épars d'un casse-tête impossible à assembler. Je l'avouai à Holmes alors que nous quittions les quais. « Mon cher ami, je n'arrive plus à discerner l'essentiel. Tout cela m'échappe. Était-ce un règlement de compte, un complot plus vaste, ou seulement une série de coïncidences ?» Holmes se contenta d'un sourire à peine esquissé, ce sourire énigmatique que je connaissais trop bien. Il ne répondit pas directement, mais son silence avait plus de poids que des mots. C'était le silence d'un esprit qui voit déjà l'issue d'un labyrinthe où je ne percevais encore qu'un mur de brouillard. Je ressentis alors un mélange d'humilité et d'admiration. J'étais témoin d'un esprit qui, là où le commun des hommes ne voyait que chaos, interrogé, affirma qu'il avait quitté l'appartement à l'aube, d'un pas vif et sans un mot. Je demeurai perplexe et légèrement froissé. Il n'était pas rare que mon ami me tienne à l'écart de ses démarches secrètes, mais chaque fois, je ressentais la même blessure silencieuse, celle d'être laissé dans l'ombre, réduit au rôle d'un simple spectateur. Pourtant, je savais que Holmes ne cédait pas à la fantaisie, et qu'il s'agissait là d'une manœuvre calculée. Son absence ouvrait néanmoins une inquiétude nouvelle. Était-il sur une piste dangereuse, ou s'agissait-il d'une stratégie visant à observer sans témoin indiscret? Ce départ sans explication annonçait, je le pressentais, que les eaux de la Tamise cachaient encore plus de périls que je ne l'avais imaginé. Les heures suivantes furent pour moi une véritable épreuve. Privé de la présence de mon compagnon, je découvris combien son silence pesait sur l'appartement. La pièce, habituellement animée par le froissement des journaux, le grincement du violon ou le claquement sec de ses remarques, me parut vide et presque oppressante. Je tentais de m'occuper en rédigeant mes notes, mais mes pensées revenaient sans cesse à Holmes, à ce qu'il pouvait bien faire, et surtout, aux dangers auxquels il pouvait être exposé. Chaque bruit de pas dans l'escalier me faisait lever la tête, croyant l'entendre rentrer. Mais ce n'étaient que des visiteurs pour d'autres appartements, ou les allées et venues de Madame Hudson. Jamais je ne ressentis plus vivement la singularité de mon ami. Cet homme pouvait à la fois combler un lieu par sa seule présence et, en disparaissant, laisser derrière lui un vide presque insoutenable. Je finis par conclure que je ne pouvais rester inactif.
Puisque Holmes me tenait éloigné de ses démarches, je tenterais du moins de recueillir quelques informations de mon côté. Peut-être un mot, une rumeur, me permettrait-il de comprendre quelle piste il avait choisi de suivre. Je me rendis donc au quai, espérant que les bateliers, plus bavards avec un médecin qu'avec un détective, me livreraient quelque éclairage. Mais l'expérience, le premier homme que j'abordai, la voix encore chargée des fumées de gin, affirma que Marlowe avait été vu en querelle violente avec Samuel Pike peu avant sa disparition. Le second, plus posé, prétendit que Marlowe s'était au contraire montré joyeux cette nuit-là, trinquant avec ses compagnons jusqu'à une heure avancée. Un troisième jura avoir aperçu une silhouette étrangère rôdant près de la barge, tandis qu'un autre encore soutint que l'homme n'avait jamais quitté la taverne. Chaque récit contredisait le précédent, et je me retrouvais bientôt noyé dans une mer de paroles, incapable de discerner la vérité du mensonge. Était-ce l'alcool, la peur, ou une volonté délibérée de brouiller les pistes? Je ne pouvais le dire. Lorsque je quittais les quais, j'étais plus déconcerté qu'à mon arrivée. Le mystère semblait s'épaissir à mesure que je cherchais à l'éclaircir. Je ne pouvais m'empêcher de penser que Holmes, lui, aurait su distinguer dans ce chaos la note juste, la dissonance révélatrice. Quant à moi, je n'avais gagné qu'un sentiment d'impuissance plus grand encore. Au cours de mes allées et venues parmi les quais, j'entendis des murmures qui me glacèrent. Certains marins, d'un ton bas et comme honteux de parler, laissèrent entendre que William Crayford, celui-là même qui avait sollicité l'aide de Holmes, n'était peut-être pas étranger au drame. Ils évoquaient des dettes anciennes, des querelles sourdes, et surtout une proximité suspecte avec le défunt la veille de sa mort. Ces insinuations me frappèrent d'une inquiétude nouvelle. Je revoyais l'homme robuste, ses mains calleuses, son regard fuyant lorsqu'il avait franchi la porte de Baker Street. Était-il simplement accablé par la douleur, ou cherchait-il à masquer une part de culpabilité? L'idée me troubla au plus haut point, car son attitude réservée pouvait désormais être relue sous une lumière tout à fait différente. Pourtant, mon instinct répugnait à croire en sa faute. Je sentais derrière ce visage taciturne une sincérité brute, celle d'un homme du peuple confronté à des forces qui le dépassaient. Fébrile. Le message, rédigé d'une écriture tremblée mais lisible, ne contenait qu'une seule phrase. « Méfiez-vous de la barge qui ne devait pas être vue. » Ces mots énigmatiques me frappèrent comme un coup de fouet. Qui avait pu me les adresser? Était-ce Holmes, cherchant à me guider de loin, tout en voilant son identité? Ou bien un complice caché, désireux de me perdre dans de nouvelles conjectures? L'absence de toute marque permettant d'en identifier l'auteur rendait l'affaire plus opaque encore. Je demeurai longtemps à contempler ce billet, pesant chaque syllabe. La barge qui ne devait pas être vue. Cette expression, d'une tournure presque théâtrale, suggérait l'existence d'un lieu clandestin, peut-être un repère de contrebande, ou un bateau fantôme dont l'usage devait rester secret. Le souvenir de l'odeur de goudron anormal et du fragment de tissu rouge se mêla aussitôt dans mon esprit à ce nouvel avertissement. Pourtant, au lieu d'éclairer l'énigme, cette note ne fit que multiplier mes angoisses. Je me couchais tard, incapable de trouver le sommeil, hanté par l'idée que Holmes pouvait lui-même être en danger, et que ce message était peut-être le dernier signe indirect de sa présence. Alors que la lueur du feu déclinait dans l'âtre, je sentis plus que jamais combien l'absence de mon ami pesait sur mes épaules. Tout autour de moi, Londres semblait retenir son souffle, comme si la Tamise elle-même attendait le dénouement d'un secret qu'elle se refusait encore à livrer. 2 jours avaient passé depuis la mystérieuse disparition de mon compagnon, et je demeurais en proie à une inquiétude croissante. Ce fut au matin du 3e jour que la porte de Baker Street s'ouvrit enfin, et Holmes entra comme si de rien n'était. Son visage exprimait cette sérénité particulière qu'il affichait lorsqu'il avait franchi une étape décisive dans une enquête. Je voulus l'accabler de questions, mais il m'arrêta d'un geste. « Tout en son temps, Watson, » dit-il avec son calme habituel. « Le moment est venu de lever une partie du voile. Préparez-vous. Cette nuit, nous marcherons le long des quais. » Je compris alors qu'il avait agi seul afin de ne pas compromettre une piste fragile. Mais il était de retour, et ce retour, plus encore que ses paroles, ranima en moi l'espérance. Je savais que désormais, nous allions entrer dans le cœur même du mystère. Lorsque la nuit fut venue,
Holmes m'entraîna hors de Baker Street. Nous traversâmes un Londres assoupi, plongé dans une brume plus épaisse que jamais. Chaque réverbère jetait un halo incertain, et les silhouettes croisées disparaissaient aussitôt dans la ouate grise. Holmes marchait d'un pas vif, silencieux, l'œil tendu vers le fleuve invisible que l'on devinait seulement à l'odeur d'algues et de goudron. J'eus le sentiment oppressant que nous descendions vers un piège invisible, que chaque pas nous rapprochait d'un théâtre préparé par des mains obscures. Pourtant, mon ami semblait parfaitement maître de la situation. Son calme, son assurance presque implacable contrastaient avec l'inquiétude qui m'envahissait. « Watson, dit-il enfin, vous comprendrez bientôt pourquoi j'ai dû disparaître. Nous sommes sur le point de voir ce que peu d'hommes ont eu l'occasion d'observer. » Je frissonnai à ces mots, car son regard fixe se perdait dans la brume comme s'il scrutait déjà une vérité tapie dans l'ombre. Après une marche silencieuse ponctuée par le cri des mouettes nocturnes, nous atteignîmes un endroit reculé du fleuve. Là, à demi dissimulée par la vase et les roseaux, se tenait une barge abandonnée. Elle semblait surgir des ténèbres elles-mêmes, coque noire et muette, comme si elle avait attendu notre venue depuis des siècles. Aucun batelier ne la revendiquait, aucun signe d'activité ne trahissait sa présence. Seul le clapotis régulier de l'eau contre ses flancs donnait une impression de vie. Holmes se pencha, observa les amarres rongées et la disposition des planches. Son œil s'illumina d'un éclat que je reconnus aussitôt. Il tenait une confirmation. « Voilà Watson », murmura-t-il, « la barge qui ne devait pas être vue. » Je sentis alors mon cœur battre avec violence. Ce bateau, perdu nos colonies. Voilà une marchandise que la loi n'aurait jamais tolérée sans taxe. En soulevant un couvercle, il découvrit encore des résidus huileux et quelques étiquettes déchirées portant des caractères étrangers. Tout indiquait que la barge servait à dissimuler un trafic prohibé, orchestré avec soin mais interrompu par un incident violent. L'image du pauvre Marlowe, gisant dans les eaux noires, se mêla dans mon esprit à ces indices matériels. Il n'était pas seulement une victime de la brutalité des quais, mais peut-être l'ombre importune qui avait levé le voile sur cette entreprise illicite. Holmes, accroupi près des caisses, demeura silencieux un instant, comme s'il pesait chaque fait, puis il déclara « La noyade, Watson, n'était qu'une mise en scène. On a voulu que l'on croie à un malheureux accident ou à une querelle entre bateliers. En réalité, ce meurtre n'était qu'un rideau destiné à protéger une opération plus vaste, la contrebande. » Il me montra comment les cordages avaient été volontairement mal noués, afin de suggérer une maladresse. Comment les témoins avaient parlé trop vite, leurs récits incohérents servant à enfouir la vérité sous une avalanche de contradictions. Tout avait été calculé pour que l'attention de la police se détourne des cargaisons clandestines. Je fus frappé par la simplicité et l'élégance de cette explication. Tandis que les autorités perdaient leur temps dans les querelles d'hommes, les véritables coupables poursuivaient leur commerce illicite dans l'ombre du fleuve. Alors que Holmes achevait son raisonnement, un silence lourd s'abattit autour de nous. Je crus entendre à travers la brume le craquement discret d'une planche, le froissement d'un pas retenu. Mon cœur s'accéléra. Quelqu'un nous observait. Je fis mine de parler, mais Holmes leva la main pour m'imposer silence. Son visage demeurait impassible, mais ses yeux fixaient déjà un point invisible dans la nuit. « Ne craignez rien, Watson, » dit-il enfin à voix basse. « Le moment est proche. Nos pas ont été suivis, et ce bateau attire ceux que nous attendions. » Ces mots m'envahirent d'un frisson. La nuit suivante, Holmes me conduisit de nouveau vers les quais. Cette fois, son attitude ne laissait aucun doute. Il préparait un coup décisif. Il avait donné pour instruction à Crayford et à quelques bateliers de se tenir à l'écart, dissimulés dans l'ombre des entrepôts, et il choisit lui-même un emplacement précis, d'où l'on pouvait surveiller la barge fantôme sans être vu. Le brouillard s'était épaissi, créant des halos incertains autour des réverbères. Tout semblait propice à une scène de théâtre invisible, où chaque détail se jouait à demi voilé. Je me sentais gagné par une tension grandissante, convaincu que le moindre craquement pouvait révéler notre présence. Holmes, lui, demeurait parfaitement calme. Il ajusta simplement sa montre de poche, comme s'il savait à quelle heure exacte surviendrait l'événement attendu. « Watson, dit-il à voix basse,
La nature humaine, quand elle croit l'ombre protectrice, se trahit d'elle-même. Ce soir, vous verrez un masque tomber. Ces paroles éveillèrent en moi une appréhension brûlante. J'observais ses traits impassibles et compris qu'il avait tissé ce piège avec la patience d'une araignée, chaque fil étant tendu vers l'instant présent. L'air froid, l'attente silencieuse, tout contribuait à faire de ce moment un prélude à la vérité. Un bruissement attira soudain mon attention. De la brume surgit une silhouette, hésitante d'abord, puis plus distincte à mesure qu'elle s'approchait de la barge. Son allure était nerveuse, chaque mouvement trahissant une vigilance inquiète. Mais ce qui frappait le plus, c'était ce morceau de tissu écarlate noué à son cou. Un foulard rouge qui semblait absorber la faible lumière comme une flamme au milieu du brouillard. L'homme s'arrêta plusieurs fois, jetant des regards autour de lui comme s'il redoutait d'être suivi. Il scruta la barge avec une intensité presque fébrile, puis posa la main sur l'amarre, vérifiant le nœud comme pour s'assurer qu'aucun intrus ne l'avait touché. Je sentis mon souffle se suspendre. Était-ce l'étranger dont parlait le vieux témoin? Ce allait, son port altier, tout en lui trahissait moins un batelier londonien qu'un marin étranger, habitué à d'autres rivages. Holmes pointa alors son doigt vers ses bottes. « Voyez ces semelles, dit-il. Elles portent la marque des ports méditerranéens, et non de nos quais, et ce foulard rouge, signe de reconnaissance dans certains trafics maritimes, n'a jamais appartenu aux traditions de votre communauté. » Les murmures des bateliers confirmèrent l'évidence. L'homme tenta de protester, mais sa voix, au timbre guttural, trahit l'accent dont avait parlé le vieillard du quai. Holmes se tourna vers moi, un éclat d'ironie dans le regard. « Voilà, Watson, le marin infiltré qui croyait pouvoir se fondre dans l'ombre de la Tamise. Le masque du batelier vient de tomber. » Je fus saisi d'un mélange d'admiration et de frisson. La vérité, surgie de la brume, se dressait désormais sous nos yeux, et elle ouvrait la voie à une confrontation que je pressentais redoutable. Holmes ne laissa pas à l'homme le temps de reprendre son aplomb. Avec une méthode que je lui connaissais bien, il aligna les faits l'un après l'autre, comme un joueur d'échecs qui conduit son adversaire vers l'échec et mat. « Voici, dit-il, le tissu rouge retrouvé coincé dans les planches du quai. La trame, la couleur éclatante, ne correspondent à aucun vêtement porté par les bateliers londoniens. Or, je constate que votre foulard présente la même nuance, le même fil grossier. » Il sortit ensuite de sa poche un fragment de corde. Ce nœud maladroit, noué par une main étrangère, fut celui qui attacha la barge cette nuit-là. Aucun marin du fleuve n'aurait commis pareille faute. Mais vous, habitué à d'autres ports, avez laissé cette signature involontaire. Holmes poursuivit, implacable. Enfin, un témoin a rapporté avoir entendu une voix étrangère, au timbre guttural. La vôtre, monsieur, ne peut la dissimuler. Et que dire de ces caisses découvertes à bord, chargées de marchandises prohibées, que vous surveillez avec tant de fébrilité? Chaque pièce, l'homme, jusque-là silencieux, éclata soudain en protestation véhémente. Sa voix résonna dans la brume, cherchant à se faire accusatrice. Il nia posséder le foulard, prétendit l'avoir trouvé, affirma que la corde avait été touchée par d'autres mains que les siennes. Mais chaque mot trahissait davantage son désarroi. Ses phrases se contredisaient. Ses gestes saccadés révélaient une panique croissante. Lorsqu'un batelier l'interrompit pour rappeler qu'il ne l'avait jamais vu sur ces quais auparavant, je vis une sueur froide perler sur son front. Holmes demeurait impassible, laissant l'homme s'enfermer lui-même dans ses contradictions. Puis d'un ton sec, il lança. « Si vous n'êtes pas celui que je désigne, pourquoi veillez-vous seul cette nuit, sur une barge dissimulée à l'aval et remplie de caisses interdites ?» Cette question, simple et implacable, fit chanceler l'homme comme un coup porté au cœur. Ses lèvres tremblèrent, et il se tut brusquement. Autour de nous, le silence se fit plus lourd, comme si chacun retenait son souffle devant cette lutte invisible entre la vérité et le mensonge. Au moment même où le coupable paraissait prêt à s'effondrer sous le poids des preuves, des pas résonnèrent sur le quai. 2 agents de police, prévenus par Holmes avant notre expédition, surgirent de la brume. Leur présence mit fin aux dernières résistances de l'homme. Il tenta un geste désespéré, mais les bateliers, jusque-là spectateurs incrédules, l'encerclèrent avec une vigueur farouche.
La haine silencieuse qu'ils nourrissaient contre celui qui avait usurpé leur identité éclata en une volonté unanime de le livrer à la justice. Les menottes claquèrent, et l'homme fut conduit sans un mot, le foulard rouge pendant comme une marque infamante de sa duplicité. Je vis dans ses yeux un mélange de rage et de résignation, la conscience qu'il avait perdu une partie dont Holmes avait prévu chaque mouvement. Un murmure d'approbation parcourut le groupe des bateliers. Certains, encore bouleversés, ôtèrent leurs casquettes en signe de respect pour la clairvoyance de mon ami. Moi-même, je grisaille dans notre sanctuaire. Je me surpris à contempler, avec une reconnaissance muette, le désordre habituel qui régnait sur la table. Les fioles de chimie, les notes griffonnées, et ce violon posé nonchalamment sur un fauteuil. Après l'âpreté des odeurs de goudron et de vase, ce capharnaüm familier représentait pour moi le retour à la normalité. Holmes, assis dans son fauteuil, paraissait aussi calme que s'il revenait d'une promenade dominicale. Ses yeux gris étincelaient pourtant d'une lumière intérieure qui trahissait l'activité incessante de son esprit. Je compris que le moment était venu où il allait dérouler le fil de ses observations, et je me préparais, non sans une certaine impatience, à écouter la reconstitution de ce drame des quais. Mais avant qu'il ne prît la parole, je savourais ce court instant de paix, conscient que tout mystère, aussi sombre fût-il, semblait perdre son pouvoir d'effroi dans ce havre de briques et de flammes. « Voyons, Watson, » dit enfin mon compagnon en tirant une bouffée lente de sa pipe. « Reprenons les choses dans l'ordre. » Sa voix, posée et claire, avait ce ton professoral qui m'intimidait autant qu'il m'instruisait. Il rappela d'abord la corde humide, ce nœud maladroit qui eût trahi à lui seul l'intervention d'une marée étrangère aux usages du fleuve. Puis il évoqua les empreintes, ces pas dissemblables gravés sur les planches détrempées, preuve irréfutable de la présence de plusieurs individus cette nuit-là. Ajoutons, continua-t-il, le fragment de tissu rouge. Si infime qu'il paraisse, il constituait la clé de voûte. Aucun batelier londonien n'aurait porté pareille étoffe. Ce détail, combiné à la voix étrangère entendue dans la brume, suffisait à relier l'ensemble. Je suivais ces paroles avec un émerveillement croissant. Chaque indice, que j'avais perçu isolément, prenait soudain place dans une architecture logique d'une perfection désarmante. Holmes avait cette faculté de transformer la confusion en ordre, et l'ordre en certitude. Ainsi, je ne pus contenir davantage le mélange d'admiration et de frustration qui m'habitait. « Holmes, » dis-je avec un soupir, « je dois confesser mon aveuglement. Tous ces détails m'ont paru insignifiants, alors que vous y voyez des jalons vers la vérité. Comment se fait-il que je demeure toujours en arrière, tel un écolier maladroit face à son maître ?» Il tourna vers moi un regard empreint d'une bienveillance que je ne lui connaissais pas toujours. « Mon cher Watson, » répliqua-t-il doucement, « vous possédez ce que je n'ai pas, la chaleur humaine, l'intuition compatissante. Quant à l'analyse froide des faits, laissez-la donc à ceux que la Providence a doués d'un esprit plus mécanique. » Ces paroles auraient dû me consoler, mais je ressentis une pointe d'amertume. J'enviais sa clarté, cette capacité à lire le monde comme un livre ouvert. Moi, je demeurais souvent prisonnier de mes émotions, incapable de discerner l'essentiel au milieu du tumulte. Pourtant, je savais qu'il avait raison. Ma présence auprès de lui ne se justifiait pas par ma sagacité, mais par l'équilibre que je lui apportais dans son combat incessant contre l'ombre. Holmes se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis se posta devant le feu, les mains croisées derrière le dos. Son profil se découpait dans la lueur vacillante des flammes, et je perçus dans son regard une gravité que j'avais rarement observée. « Réfléchissez, Watson, » dit-il après un silence. « Qu'est-ce qui pousse un homme à se travestir, à s'introduire dans une communauté étrangère pour y semer la discorde et profiter de sa crédulité? N'est-ce pas, au fond, le besoin de survivre? » Je demeurai muet, étonné de l'entendre ainsi humaniser un criminel que nous venions de livrer à la justice. « La misère, continua-t-il, est une compagne tenace. Elle ne s'excuse pas, mais elle explique. Voyez ces bateliers, des hommes rudes, épuisés par le labeur, au bord de la faim pour certains. Qu'un trafic leur offre une chance d'échapper à la pauvreté, et la tentation devient une force redoutable.
entre nécessité et faute morale, l'affronte seulement par le crépitement du feu et la respiration régulière de Holmes. Je crus l'entretien terminé, mais il reprit soudain d'une voix plus basse, presque méditative. « Voyez-vous, Watson, le monde est une arène où s'affrontent sans cesse deux forces contraires, l'ombre et la raison. L'ombre revêt 1000 visages, la cupidité, la misère, la haine, tandis que la raison n'a que l'arme fragile de la vérité. Pourtant, il suffit d'une étincelle pour percer les ténèbres. » Il retomba dans le silence, laissant flotter ses paroles comme une énigme dans la fumée bleue de sa pipe. Je le contemplais, impressionné par ce mélange d'austérité et de grandeur qui lui appartenait en propre. Je n'osais ajouter un mot. Le feu poursuivait sa danse sur les bûches, projetant des reflets rougeoyants sur les murs tapissés de livres et d'ombres. Il me sembla que l'instant s'éternisait, suspendu entre la banalité de notre salon et la gravité des vérités qu'il venait d'énoncer. Ainsi s'achevait cette affaire de la Tamise. Dans un fauteuil de velours, au coin d'un feu bienveillant, mais sous la résonance durable d'une phrase qui dépassait de loin le cadre d'une enquête criminelle. Car Holmes, en une sentence, avait rappelé que notre lutte, si modeste fût-elle, appartenait à ce combat éternel dont nul homme, si humble soit-il, n'est entièrement spectateur. Il demeure, dans le silence des cendres refroidies et dans l'ombre des quais, une impression que la raison n'a pas tout à fait dissipée. J'entends encore, certains soirs, ce froissement lointain de pas dans la brume, comme si le mystère refusait de se livrer entièrement et gardait pour lui une part de son secret. Et vous, pensez-vous que l'ombre qui s'est dissipée dans la nuit n'était qu'un homme, ou bien quelque chose de plus insaisissable encore? Dites-le-moi en commentaire. Si cette histoire vous a entraîné dans ses profondeurs, laissez une trace de votre passage, un like, un mot en commentaire, un partage à ceux qui aiment frissonner d'un mystère bien tissé. Et abonnez-vous pour que d'autres récits viennent, à leur tour, hanter vos soirées.